obligé de constater qu'un fossé s'est creusé entre le Parti socialiste et une majorité de ceux qui lui faisaient confiance. Et j'essaye de faire en sorte que la gauche retrouve un sens. C'est lui qui vous quitte et pas l'inverse. Disons que là où je suis est le socialisme. Marqueur de la gauche, parfois un brin immodeste et multirécidiviste de la démission ministérielle, Jean-Pierre Chevènement a aussi marqué l'histoire en se présentant en 2002 contre Lionel Jospin, le candidat PS éliminé dès le premier tour de la présidentielle. Avec le recul, quel regard porte-t-il sur ce parcours atypique ? La démission est-elle une bonne arme politique? Et que pense-t-il de ceux qui aujourd'hui, comme lui, transcendent les clivages entre la droite et la gauche? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, un authentique frondeur. Jean-Pierre Chevènement, bonjour. Bonjour. On est ici au Sénat, que vous avez quitté en septembre 2014. Au terme d'une carrière, vous avez été sénateur, mais aussi député, maire de Belfort, 4 fois ministre. Qu'est-ce qui vous manque le plus dans la vie politique ? J'ai beaucoup aimé le Sénat, parce que le Sénat donne le recul, qui permet la recherche. Et au fond, je suis obligé d'y pourvoir maintenant par moi-même. Donc, je continue à fréquenter la bibliothèque du Sénat et j'essaye de participer au combat d'idées, parce que c'est toute ma vie. Et qu'est-ce qui vous manque le moins, alors, du coup, dans la vie politique ? Le pia-pia ne me manque pas du tout. Vous savez, les petites phrases, etc., ça ne me manque pas du tout. Je détestais cette conception de la politique. Alors justement, à propos de petites phrases, il y en a une de vous qui est vraiment restée dans l'histoire, qu'on cite à chaque démission, à chaque clash gouvernemental. C'est la fameuse « un ministre, ça ferme sa gueule » ou « si ça veut l'ouvrir, ça démissionne ». Alors cette phrase mythologique, on l'a cherchée, on aurait aimé la voir dans l'émission, mais elle n'existe pas en vidéo. Vous l'avez vraiment prononcée, cette phrase, ou alors ça a été petit à petit rapporté, déformé Je l'ai prononcée, mais dans une conférence de presse qui était programmée pour autre chose. J'avais un moment de tension, c'était peu de temps avant mars 1983, sur un sujet qui était celui de la politique industrielle. Et j'étais allé me plaindre au président de la République de l'intrusion de son conseiller industriel qui prétendait faire la politique industrielle à ma place. J'étais ministre de l'Industrie, j'entendais faire respecter mes prérogatives. Oui, parce qu'il y avait des tensions, effectivement. Et donc c'est à ce moment-là, donc, lorsque vous étiez encore ministre, que vous J'étais aviez encore ministre, annoncé plus ou moins la couleur. Quoi. En février 83, et j'ai dit, écoutez, quand la question devenait trop indiscrète, un ministre, ça ferme sa gueule, si ça veut l'ouvrir, ça démissionne. Ouais. Mais on n'a pas resitué cette phrase dans son contexte qui était celui des choix de politique économique et par conséquent industrielle. Ce choix a été fait le 22 mars 1983 et j'ai démissionné aussitôt. Oui, voilà, c'était un peu effectivement une annonce, quelque part, on pourrait presque dire une... C'était un mois avant que je ne démissionne vraiment. Voilà, une menace, on pourrait presque dire. Alors justement, cette démission, vous l'évoquez, en mars 83, le fameux tournant de la rigueur, 2 ans après l'élection de François Mitterrand, alors un tournant incarné par un nouveau casting. Je vous propose de regarder quelques images justement de ces changements commentés dans le JT d'Yves Mourouzi et Marie-Laure Augry, et c'est commenté le tout par Patrick Jarraud, journaliste qui vous connaît bien. Il y a quand même alors le cas d'une autre tête, un 3 étoiles, j'allais dire en quelque sorte, de l'agent socialiste, c'est Jean-Pierre Chevènement, Noël Copain. Oui, il s'en va. Un 3 étoiles auquel même nous, journalistes, nous promettions parfois dans nos rumeurs d'autres étoiles, puisque c'était il y a quelques mois encore un de ceux qu'on donnait comme un premier ministrable. Et c'est vrai que c'est sans doute une des principales surprises de cette équipe resserrée d'hier. Jean-Pierre Chevènement donc, était le leader, le fondateur de ce CRS qu'on appelait autrefois l'aile gauche du Parti socialiste et qui disparaît. C'est vrai qu'on retient toujours cette démission parce qu'il ne veut pas de la rigueur. En fait, il y avait un désaccord beaucoup plus profond avec François Mitterrand. Si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de revenir un petit peu en arrière. Hein. 79-80, c'est la compétition et le conflit entre Mitterrand et Rocard. À ce moment-là, au Congrès socialiste de 79, Mitterrand a fait rentrer dans la majorité le CRS de Jean-Pierre Chevènement, qu'il en avait fait sortir 4 ans avant. Et il s'appuie sur le CRS, parce qu'il en a besoin arithmétiquement, pour combattre Rocard. Il confie à Chevènement la rédaction de ce qu'on appelle le projet socialiste. Et naturellement, il a en quelque sorte par là donné des gages, disons, à la gauche, et à la gauche marxiste, dirigiste, qui est celle du CRS.
CRS. Et puis après la victoire, l'opération a marché, puisque premier temps, Mitterrand a vaincu Rocard dans la primaire, disons. Deuxième temps, il a gagné la présidentielle. Et évidemment, Chevènement et le CRS, parmi d'autres, mais passent à la caisse et disent, ben voilà, maintenant, puisque c'est nos conceptions qui ont permis la victoire, maintenant, il faut les mettre en œuvre. Et très vite, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a des différences qui vont apparaître de plus en plus. D'accord, donc en fait, Chevènement reste fidèle à lui-même, et c'est Mitterrand, quand même, malgré tout, dans ces deux phases. Mitterrand l'a utilisé d'une certaine manière. Voilà. Comme il l'avait utilisé déjà pour gagner le congrès d'Épinay en 71. Hein. Et il en tire de l'aigreur à ce moment-là, selon vous? Je pense que Chevènement se rend compte, si vous voulez, c'est une histoire, c'est pour ça que j'évoquais Épinay, parce que ça a un peu commencé avant, si vous voulez. Il y a une espèce de valse ou de tango, Mitterrand-Chevènement. En plus, ils sont tous les deux, comment dire, c'est des hommes politiques, évidemment très doués, avec la dimension un peu, j'allais dire, de coquetterie qu'il y a là-dedans. Chevènement est très séduit par la manière dont Mitterrand s'adresse à lui, en disant voilà, vous êtes le seul à avoir la culture, l'intelligence, le niveau, enfin vous êtes le seul interlocuteur sérieux pour moi. Et Chevènement, de son côté, tout en étant agacé par Mitterrand, a aussi une espèce évidemment d'admiration pour le personnage. Donc il y a ce duo avec au fond un rêve ou un fantasme chevènementiste ou chevènementien d'être le fils préféré de Mitterrand. Voilà. Et puis il se rend compte qu'en réalité c'est du bluff. Et alors il dit Mitterrand agacé et admiration. Hein, pour résumer vos relations, vous approuvez ces termes ou vous ne le définiriez pas comme ça? Je dirais que Mitterrand était quand même un grand anticonformiste et il avait de la sympathie pour les jeunes gens que nous étions à l'époque où nous avions écrit à Troyes l'énarchie et voilà, il voyait là des gens qui étaient capables de secouer les colonnes du temple. Donc il avait de la sympathie pour nous, et même une certaine affection. Et apprenant à le connaître, sachant qu'il était incontournable, car il était le candidat de l'Union de la gauche dès 1965, donc sachant que Mitterrand était incontournable, il fallait travailler avec lui. Et en le connaissant mieux, on appréciait toute la palette de ses talents. Mais le choix de 83, pour moi, s'imposait. On ne peut pas avoir une politique industrielle qui permettent de maintenir nos entreprises sur le site de production France si on a une monnaie trop chère. Or, le choix qui a été fait à ce moment-là, c'est de rester dans le système monétaire européen. Ça préparait la monnaie unique, ça préparait une monnaie qui a été durablement surévaluée et qui a abouti à la désindustrialisation de la France sur 3 décennies. Alors c'est vrai qu'il y a des thématiques effectivement qui résonnent avec aujourd'hui, hein, notamment cette désindustrialisation. Alors bon, il y avait le débat sortir effectivement du SME ou pas, puis il y avait aussi effectivement essayer de sauver l'outil industriel. Effectivement, on voit aujourd'hui, on paye effectivement, certains disent, hein, le prix de 30 ans, 40 ans peut-être de désindustrialisation. Sur cette thématique, vous lui en aviez parlé à François Mitterrand, qu'est-ce qu'il disait justement sur la désindustrialisation? Mais François Mitterrand était conscient de cela, et j'avais un allié qui était Jean Riboud, le PDG de Schlumberger, qui était un ami de Mitterrand. Mais dans le gouvernement, les opinions étaient flottantes, et elles se sont renversées à un certain moment. Certains qui étaient pour une sortie provisoire du système monétaire européen ont fait machine arrière. Et par conséquent, Mitterrand, qui ne se sentait pas sûr sur le terrain de l'économie, finalement, alors qu'il était décidé à sortir, finalement a choisi de rester, obéissant aux sollicitations de Pierre Mauroy et de Jacques Delors. Donc voilà, j'étais placé dans une situation où la morale la plus élémentaire consistait à dire, à la fois par fidélité à mes choix anciens depuis Épinay, et puis parce que, comme ministre de l'Industrie, je jugeais que c'était l'intérêt du pays et du monde du travail, à dire, eh bien voilà, je claque la porte. Vous claquez la porte. Alors, il a dit après, par la suite, hein, je ne sais pas si c'était lié à cet épisode en particulier, enfin, c'est ce que j'ai lu dans des articles, je ne sais pas s'il l'a dit vraiment tel quel, mais que vous n'aviez rien compris à la politique, Mitterrand. Chacun se fait de la politique l'idée qui lui appartient. Pour moi, la politique va avec la fidélité au long cours, avec mes idées. D'accord, alors on y reviendra. Et puis alors on entend aussi dans l'extrait de 1983 que vous êtes cité comme un premier ministrable, hein, que vous étiez considéré comme premier ministrable par les médias. C'était la réalité? C'était quelque chose qui avait été évoqué avant justement cette rupture sur la rigueur? Ou je ne m'en souviens même pas. D'accord. Ça ne me préoccupait pas vraiment.
Je n'ai pas bâti ma vie comme un plan de carrière. Quand Mitterrand m'a demandé de quoi je voulais devenir ministre, je n'ai pas répondu d'emblée. J'ai dit, je connais la recherche, donc j'ai été ministre de la Recherche. Mais j'aurais pu demander un poste plus prestigieux. Vous dites, j'aurais pu demander quelque part plus. Vous l'avez regretté. Vous avez dit que vous auriez dû finalement agir autrement. Je ne l'ai pas du tout regretté. Car si j'avais demandé l'éducation, en 1981, j'aurais dû solder la promesse qu'avait faite Mitterrand de créer un grand service public unifié, laïque de l'éducation nationale, nationalisé par la conviction. Convaincre sans contraindre, c'était impossible. Et Savary l'a démontré, il a démissionné. D'accord. Donc j'aurais démissionné. Vous auriez démissionné peut-être encore plus rapidement, quoi. C'est ça. Plus rapidement. Plus vite donc, encore. Donc en fait, j'ai préféré revenir ensuite à l'éducation nationale. En 84. En 1984, après le désastre qu'avait été la querelle scolaire et rebâtir l'école publique, ce qui me paraissait, comme fils d'instituteur, une tâche indispensable. Et alors, quand on revoit ces images aussi, et puis vous évoquez ces déceptions, ces promesses, forcément on fait le parallèle avec 2012, avec François Hollande qui a déçu une partie de ses soutiens à gauche. Vous faites un parallèle avec François Mitterrand entre l'après 2012 et puis cette époque-là? Il s'arrête où le parallèle? Je pense qu'on ne peut pas faire un parallèle strict. Bien sûr, il y a le fameux discours du Bourget. Moi, ce n'est pas le programme socialiste, le programme commun, ce n'est pas le projet socialiste, toutes choses auxquelles j'ai contribué. Le discours du Bourget a entraîné, de ma part, le retrait de ma candidature, car j'étais candidat à titre pédagogique, pour montrer ce qu'il fallait faire, en particulier qu'il fallait revoir le système monétaire européen. Oui, et vous avez effectivement soutenu François Hollande après ça. Et j'ai déclaré que je lui apportais mon soutien, les yeux ouverts. Ça veut dire quoi, les yeux ouverts? Ça veut dire pas les yeux fermés. Ouais, ça veut dire... Non, ça veut dire que je suis... lucide sur quoi? Lucide et le cas échéant critique sur certains points, mais en même temps, je le soutiens parce que je pense que finalement, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire dans la situation actuelle. D'accord, mais enfin on se dit finalement c'est un peu la pente du PS, quoi, d'être élu sur des promesses et puis de ne pas les tenir. Enfin je sais pas, c'est ce qu'on peut se dire, non? Oui, mais enfin... il y a quand même une pression qui s'exerce, qui est celle des événements. Malgré la rigidité de Mme Merkel, celle-ci est obligée d'accepter de la part de la Banque Centrale Européenne des avancées qu'elle refusait il y a 2 ans. Et puis on voit les élections grecques avec la victoire de Syriza. Ça va créer des contradictions. D'accord, mais si vous aviez été, parce qu'on dit que vous avez soutenu François Hollande, alors les yeux ouverts, certes, mais enfin vous l'avez soutenu en 2012, si vous aviez été nommé ministre, à un moment vous auriez démissionné, vous auriez refait le scénario de 83. Pas du tout, j'ai indiqué le jour même, dans une interview à l'Est républicain, que je ne voulais surtout pas être ministre. redevenir ministre. D'accord, mais en politique fiction, vous estimez que la hauteur, il y a des parallèles à faire justement dans le fait que voilà, les promesses n'ont pas été tenues ou finalement il n'y en a pas eu tant que ça, les promesses? Le discours de François Hollande est très nuancé. Disons qu'il espérait lutter plus efficacement contre le chômage. Maintenant, il lui reste 2 ans et il est possible que dans ces 2 années, les choses se retournent assez pour que finalement il apparaisse comme quelqu'un qui a eu finalement beaucoup de sang-froid, beaucoup de longanimité. Disons qu'on pourrait l'appeler le temporisateur, comme un homme de l'Antiquité qui s'appelait Fabius, mais ce n'est pas le même, Fabius Conctator, un Fabius temporisateur. Alors on a évoqué vos rapports avec François Mitterrand, on va en venir maintenant à la suite, votre participation au gouvernement de la gauche plurielle en 1997, suivie de votre démission, ce sera la 3e, alors je rappelle, il y a la première démission en 83, la 2e au moment de la guerre du Golfe en 1991, donc cette fois la 3e c'est en 2000, vous êtes ministre de l'Intérieur et vous n'êtes pas d'accord avec Lionel Jospin au sujet du dossier Corse, on revoit quelques images et la suite du commentaire de Patrick Jarraud. Jean-Pierre Chevènement s'était donné 3 semaines de vacances, de silence et de réflexion. Ce matin, en marge de la commémoration de la libération de Paris, le ministre de l'Intérieur a rappelé que sur le dossier Corse, il n'a pas changé. Il refuse toujours de défendre le projet de loi sur le nouveau statut de l'île. Alors question, restera-t-il oui ou non au gouvernement? En guise de réponse, le ministre préfère sourire. Quelle est votre inclination personnelle à ce point? Alors, mon inclination personnelle, je ne vous la dirai pas, mais je la dirai au Premier ministre, si vous le permettez.
Au mois de juillet, Jean-Pierre Chevènement critiquait le plan Jospin pour la Corse. Les attentats du mois d'août et l'assassinat de l'ancien nationaliste Jean-Michel Rossi confirment selon lui toutes ses craintes. Dans un récent sondage, 55% des Français interrogés souhaitent que Jean-Pierre Chevènement reste au gouvernement. L'intéressé lui donnera sa réponse en fin de semaine. Il a rendez-vous avec Lionel Jospin. Alors là, on est dans un contexte tout à fait différent. Chevènement est l'un des ministres les plus importants de la gauche plurielle, le gouvernement qu'a constitué Jospin. Il a eu d'ailleurs, au fond, antérieurement, plutôt de bons rapports avec Jospin. Donc là, il est remis dans le jeu, un poste important, ministère de l'Intérieur, un poste dans lequel il va devenir effectivement populaire. Et comme vous le savez, sa popularité a été aussi accrue par ce fameux accident médical qui a fait que pendant quelques semaines, il a été entre la vie et la mort. Embrassade et applaudissements ce matin au ministère de l'Intérieur pour saluer le retour de Jean-Pierre Chevènement. La joie et l'émotion étaient à la mesure de la crainte que tous avaient eu un moment de ne jamais pouvoir revivre ces moments. Nous sommes heureux de retrouver Jean-Pierre Chevènement dans le plein exercice de sa fonction de ministre de l'Intérieur. Tout ça, si vous voulez, l'amène à mesurer qu'il a une popularité. Donc il est dans une position qui l'amène à penser qu'il y a disons, une opportunité, une fenêtre d'opportunité pour lui qui ne s'était jamais ouverte de la même manière jusque-là. Et donc, il est en désaccord avec Jospin sur la gestion du dossier Corse, ça ne fait aucun doute, mais je pense qu'il accentue d'une certaine manière ce désaccord pour justifier sa sortie du gouvernement et sa candidature à l'élection présidentielle. Ah, parce qu'il pense déjà là, à sa candidature, visiblement. Ah bah très clairement, oui, bien sûr. C'est un prétexte. Ah non, avant. La sortie du gouvernement, c'est l'acte 1 de sa candidature. Il est très catégorique. Oui. Rien ne lui permet de l'être autant. Disons que j'avais des désaccords. Prenons l'exemple de la convention présidée par M. Giscard d'Estaing qui devait élaborer une constitution européenne. Moi, j'étais contre. Et ça s'est vu en 2005. Lionel Jospin était pour la constitution européenne, moi j'étais contre. Sur la politique économique telle qu'elle avait été définie par Dominique Strauss-Kahn, un séminaire qui s'est tenu à Rambouillet en septembre 1999, j'étais sorti en me demandant vraiment ce que je faisais dans ce gouvernement. Mais l'essentiel pour moi était en effet, dans le cadre de mes attributions, parce que j'étais ministre de l'Intérieur, le respect d'une décision qui avait été prise par tous les ministres par rapport à Jospin. C'est le refus de la délégation à la Corse de la capacité de faire la loi, la capacité législative. Donc ça, c'était un point central. Si on acceptait que la Corse puisse faire des lois qui dérogent aux lois françaises, nous revenions quasiment à l'ancien régime. Quand Voltaire disait « on change plus souvent de loi que de cheval quand on traverse la France ». Et pour moi, c'était un point essentiel. Donc Jospin n'a pas voulu accepter l'avis de la quasi-unanimité de ses ministres. Il a organisé un nouveau conseil ministériel pour faire prévaloir sa conception. Je lui ai dit peu de temps après, quelques jours après, que dans ces conditions, je préférais ne pas rester au gouvernement parce que je voyais bien qu'à travers la Corse, c'était aussi toute une conception de l'État, de l'organisation territoriale. Et aujourd'hui, il est question de donner une compétence réglementaire aux 13 futures régions. Alors, vous voyez, il y a un fil conducteur. Et quand vous lui avez dit ça, il a répondu quoi? Parce qu'effectivement, c'était des discussions qui avaient commencé, on le voit dans ce sujet, avant votre démission. Oui, eh bien, il était embêté. Et je dois dire que moi aussi, j'étais embêté parce que j'aimais bien Lionel Jospin. Il m'a proposé d'être aux affaires sociales. Mais j'ai refusé parce que je considérais que quand on est au gouvernement, c'est qu'on approuve sa politique. D'accord. Et il y avait cette désapprobation, effectivement, vous l'avez dit, sur d'autres volets. Et on peut dire qu'il y a eu peut-être certains indices de temps effectivement, dans les 5 ans où Lionel Jospin a été Premier ministre et qu'effectivement, vous étiez plutôt en phase avec la première période, moins en phase avec la deuxième et notamment les positions sur l'Europe. Mais du coup, c'est pas illégitime d'avoir voulu être candidat à la présidentielle. Pourquoi vous dites que c'était pas prémédité, c'était pas anticipé? Pourquoi vous démentez? Parce que finalement, ça paraît presque logique d'avoir voulu. Non, parce que je n'avais pas encore pris tout à fait ma décision. J'y avais pensé, mais je ne savais pas si je le ferais. Ça dépendait de l'opportunité, du moment. Je me donnais 2 ans pour réfléchir. D'accord, vous l'aviez éventuellement envisagé, mais vous n'aviez pas décidé. Voilà, je ne l'avais pas décidé. Je ne l'avais pas décidé. De toute façon, si j'étais candidat, je ne me faisais pas d'illusions. C'était pour rééquilibrer ce qu'on appelait la gauche plurielle, concept qui n'est pas du tout le mien, mais je voulais qu'il y ait une composante républicaine qui pèse son poids
par rapport aux écologistes, par rapport aux communistes. Vous savez très bien comment ça a été conçu. Naturellement, ça ne remettait pas en cause le système d'alliance que nous avions forgé. Bien sûr, du moment que les autres, effectivement, il fallait se compter, quoi. Et la décision, vous l'avez prise quand exactement, du coup? Je l'ai prise dans l'été 2001. Je m'étais laissé jusqu'à ce moment-là. Et j'ai annoncé ma candidature, si je me souviens bien, le 4 septembre. D'accord, et c'est quoi qui vous a décidé, enfin, sur quel, vous dites, il y a bien eu un événement, quelque chose qui vous a décidé? Ce qui m'a décidé, c'était quand même l'affaiblissement de Jospin et les contradictions qui apparaissaient dans sa majorité. Il fallait quelque chose de plus clair, de plus net. Il fallait redonner à la gauche une boussole. Oui, d'accord, l'affaiblissement... L'affaiblissement pas l'affaiblissement politique, l'affaiblissement conceptuel. Voilà. L'absence de projet. Et c'est ce que j'avais dit à Jospin quand, à un moment, je pensais le soutenir. Je lui avais dit que tu dois quand même mettre une étoile dans ton firmament. Je considérais que Jospin n'avait vraiment pas de projet articulé. Et je souhaitais infléchir le cours de la gauche, ce que j'ai toujours essayé de faire. Mmh. Alors, en fait, je voudrais vous préciser que je ne pensais pas être président de la République. Et si j'avais eu cette ambition, j'aurais été candidat beaucoup plus tôt. Oui, d'accord, parce que c'est au fur et à mesure des candidatures qu'on construit, c'est ça Voilà, parce que cette fois-là, je ne pensais pas que je serais élu, mais je pensais que je pourrais peser de manière significative dans la vie politique française. D'accord, oui, pour rééquilibrer ce pouvoir. Alors, cette candidature en 2002, je le rappelle, pour ceux qui auraient pu oublier qu'effectivement, elle avait été très, très commentée, puisqu'effectivement, beaucoup ont accusé le fameux émiettement des candidatures, avec votre candidature, 5% des suffrages, celle de Christiane Taubira aussi, un peu plus de 2%, d'avoir conduit à l'élimination de Lionel Jospin au premier tour. On va revoir un autre magnéto. Vous avez peut-être un petit commentaire à faire là-dessus, avec le recul, parce que j'ai relu des articles qui disaient effectivement que même Lionel Jospin, vous en avez voulu après, que ça avait été... On peut dire surtout lui. Surtout lui, oui. Mais je pense qu'il est facile de trouver un bouc émissaire. Et vous en avez je pense reparlé que s'il avait fait une meilleure campagne, et peut-être une meilleure politique, il aurait obtenu un peu plus de 16,1%. C'était quand même très bas. Je dirais qu'il y a peu d'exemples d'un score aussi bas. Et c'est m'imputer beaucoup que de croire que c'est moi qui les conduis à ce résultat. D'une part, il ne me donnait pas grande chance. Probablement ne pensait-il pas que je pourrais dépasser 5%. Il n'a pas cherché à dissuader Christiane Taubira. Oui, il paraît même qu'elle avait été encouragée. Certains ont dit effectivement pour un peu torpiller votre candidature. Et Besancenot aussi a été encouragé par des parrainages socialistes. Donc je pense que Jospin n'a absolument pas vu venir un score aussi faible. Il se croyait sans doute à 22 ou 23, comme les sondages l'indiquaient encore quelques mois auparavant. Donc c'est une erreur d'appréciation. Bon, c'est possible, tout le monde fait des erreurs, mais je pense que bon, il n'y a pas lieu de faire porter sur moi une sorte de fatwa. Comme ça a été le cas à un moment, ouais. Et vous en aviez reparlé avec lui par la suite, parce que c'est vrai mais je crois qu'il n'a pas changé d'avis. Il continue à penser... Il continue toujours à penser, vous savez, c'est commode. Enfin, d'accord. Je l'accepte. Vous l'acceptez? Je l'accepte, il est au Conseil constitutionnel, je m'en réjouis pour lui. D'accord. Alors justement, on va revoir un extrait de votre déclaration au soir du premier tour. Donc vous vous exprimez après les résultats, mais juste avant que Lionel Jospin annonce son retrait de la vie politique. Et c'est un moment commenté par le psychanalyste et philosophe Jean-Pierre Winter. C'est en vain que j'ai essayé d'alerter depuis des années sur des questions graves comme l'insécurité, la désindustrialisation, et le sentiment d'abandon que peuvent ressentir souvent les couches populaires. Ce qui est frappant, c'est qu'on est quand même au soir de l'élimination de Lionel Jospin, il n'y a plus de candidat de gauche au second tour, et on a l'impression que... Enfin, il n'en parle pas, il ne l'évoque pas, c'est pas dans son champ de préoccupation. Ça témoigne de toute l'ambiguïté de son rapport, effectivement, à la gauche socialiste. Enfin, en tout cas, c'est une des façons de l'interpréter. Ceci dit, le procès qui lui est fait d'avoir fait perdre la gauche socialiste, donc Jospin, dans l'après-coup, on peut se dire qu'il y a une certaine mauvaise foi, parce que comme il le dit, j'avais mis tout le monde en garde sur un certain nombre de thèmes qui n'ont pas été pris au sérieux, et donc, voilà, du coup, il faut payer le prix d'une certaine surdité.
Malgré les obstacles dressés par le système pour occulter les enjeux du débat tout au long de cette campagne, un courant nouveau est apparu dans le pays. Une sensibilité républicaine s'affirme. Elle ne retombera pas. Ce qu'on entend dans cet extrait, c'est qu'il y a comme un calcul, hein, c'est-à-dire que cette défaite ne lui paraît pas catastrophique puisqu'elle met en avant un parti républicain. Donc, d'une certaine manière, c'est presque une chance tactique. Hein, c'est ce que vous entendez dans ce qu'il dit là? Oui, c'est presque une chance tactique pour revenir au premier plan. Ceci dit, alors là, sur ce point-là, on ne peut pas dire qu'il a été, lui qui aime faire des prophéties politiques, on ne peut pas dire qu'il a été véritablement prophète de lui-même. Et alors, l'autre chose que ça évoque, quand même, il était ministre du gouvernement Jospin, là, il y a sa candidature, ça pose la question de qui trahit qui, parce que lui sous-entend que finalement, il défendait une ligne qui a été peut-être trahie par le gouvernement Jospin, en même temps, certains pourront dire que lui a trahi Jospin. Effectivement, du coup, la question de la trahison se pose. Parce qu'il affirme trop, justement, une fidélité à des positions politiques. Les positions politiques sont fermement posées. C'est à cela qu'il est fidèle, quel qu'en soit le prix. C'est ça, oui. Voilà. Et si le prix, c'est la défaite de ceux qu'il soutient ou qui l'ont soutenu aussi, en le nommant ministre, par exemple, eh bien, peu importe. D'une certaine façon, c'est héroïque. L'héroïsme suppose justement la capacité à trahir ou à être trahi sans état d'âme. Oui, d'une certaine façon, c'est héroïque. De l'autre, c'est quoi? C'est suicidaire? De l'autre côté, c'est négatif pour ceux avec qui il s'allie. C'est ce qui donne de lui cette image, quelquefois, de rigidité. Mais force est de constater que sur un certain nombre de points, encore une fois, il est en avance sur les événements. Et que donc, d'une certaine manière, il incarne le fait qu'on a quelquefois tort d'avoir raison. Trop tôt, en tout cas. Sur ce qu'il dit, la fidélité finalement au principe plus qu'aux hommes, en fait, c'est un peu ce qu'il dit. Alors souvent, c'est vrai que les fidélités en politique, c'est souvent des fidélités aux hommes aussi, parfois, peut-être davantage. Il faut arriver à concilier les deux, mais ce n'est pas facile. Et de toute façon, la fidélité au principe passe, à mon avis, avant la fidélité. D'ailleurs, sur quoi est fondée cette fidélité? Elle est fondée sur un accord politique. Or, force est de constater que Lionel Jospin s'est écarté peu à peu du projet qu'il a formulé dans son discours d'investiture en 1997, qui ressemblait beaucoup à un texte qui aurait été issu du mouvement des citoyens. Et pourquoi il a changé, selon vous? Le contact des réalités. Et puis, je dirais que dans son entourage, il y avait d'autres personnes qui l'influençaient. Il y avait Dominique Strauss-Kahn, il y avait Martine Aubry, il y avait Elisabeth Guigou, il y avait Dominique Voynet. Donc, l'attelage était quand même assez composite. Et je peux considérer qu'à partir d'un certain moment, mes idées n'étaient plus prises en compte. D'accord. Parce qu'ils étaient plus nombreux que vous ou parce qu'ils savaient mieux se faire entendre, en fait? Non, parce que c'était le mainstream du Parti socialiste et que les écologistes étaient très largement des créatures du Parti socialiste. Mais c'était très difficile pour moi d'être candidat. Pourquoi? Mais c'est un sacrifice. Parce que j'aurais pu gérer tout cela dans une confortable indolence. Et le fait d'être candidat, avec pas de parti en fait, ou un très petit parti. Un petit parti, oui. Et surtout des sympathisants venus de tous horizons qui se sont manifestés autour de moi. Et je crois que le jugement qui a été porté sur l'avenir du thème républicain n'est pas juste. C'est vrai que le MRC n'a pas vraiment prospéré. Oui, parce qu'effectivement, vous faites ce pronostic en disant une sensibilité républicaine s'est affirmée, elle ne retombera pas. Voilà, c'est elle ne là-dessus retombera qu'il dit pas, ça. mais regardez aujourd'hui Manuel Valls. Il reprend le thème de la République. Ses discours, je dirais presque de A à Z, sont une invocation aux mânes de la République. Il n'y a qu'un domaine dans lequel
les paris restent ouverts. C'est le contenu qu'on donne à la politique européenne, la capacité qu'on a de faire refluer le chômage, de réindustrialiser le pays. D'accord, mais sur ces thématiques effectivement républicaines, dans le discours de Manuel Valls, vous voyez une filiation avec cette époque-là? Je pense qu'à partir du moment où on défend des idées, ces idées ressurgissent. Hein, peut-être pas avec vous, mais... Vous avez semé une graine, c'est ce que vous dites finalement. Alors vous avez évoqué la question des filiations, justement on va évoquer ça avec Gaël Slimane, spécialiste de l'opinion. Alors ça commence par un moment, parce qu'il y a, vous avez parlé de la République, des thèmes républicains, il y a aussi une certaine manière de nommer les choses, de manière, alors on peut dire un peu cash, ou de mettre les mots sur certaines réalités. Ça commence par une polémique, une petite polémique que vous aviez déclenchée en 1998 à propos de certains jeunes. On regarde, et puis le commentaire de Gaël Slimane. La police a certainement mieux à faire que de tirer par les pieds des spécialistes et des sit-ins. Je pense qu'on la demande dans les quartiers chauds, où de jeunes sauvageons brûlent la voiture de leurs voisins. J'ai moi-même posé le problème du manque d'éducation d'un certain nombre de jeunes que j'ai qualifiés de sauvageons. Vous n'étiez pas d'accord? Alors c'est drôle parce que c'est vraiment une polémique médiatique. À aucun moment dans les enquêtes, dans les sondages, on a spécialement vu des Français, fussent-ils de gauche, être heurtés par le terme de Jean-Pierre Chevènement. Les gens trouvaient que le mot, pour qualifier ce qu'on appelle aujourd'hui des racailles, le mot de sauvageon paraissait même très euphémisé. Quelques années plus tard, on va avoir un Nicolas Sarkozy, avant même la malheureuse polémique sur le Karcher, on va avoir un Nicolas Sarkozy qui va marquer des points lui aussi dans l'opinion, sans que les Français considèrent qu'il ait résolu les problèmes au ministère de l'Intérieur, mais tout simplement parce qu'il nommait les problèmes. Un peu plus tard, Manuel Valls, 10 ans plus tard même, connaîtra la même progression dans les sondages et aura le même regard de la part des Français, là aussi parce que Manuel Valls, à un moment donné, sera sur une posture d'autorité, de fermeté et donc de capacité peut-être à résoudre les problèmes qui se posent aux Français. Jean-Pierre Chevènement est le premier, dans la période récente, moderne, à donner ce sentiment-là. Le meeting havrais du candidat Chevènement commence par 2 poignées de main très symboliques. L'une pour l'ancien ministre du général de Gaulle, Jean Charbonnel, et l'autre pour l'ancien ministre communiste Anicet Le Port. Ça résume bien l'esprit de cette candidature. Elle ratisse large, de la droite à la gauche, autour d'une idée forte, la République, l'État républicain, la citoyenneté, la nation. Est-ce que notre nation va s'effacer? Est-ce qu'elle va disparaître? Est-ce qu'elle va disparaître avec le franc? Est-ce que notre devise ayant disparu, enfin je veux dire le franc ayant disparu, est-ce que la devise liberté, égalité, fraternité, est-ce que la devise de la République va disparaître? Tous coupables, selon Jean-Pierre Chevènement. Chirac et Jospin, dit-il, ont mis la France en pilotage automatique. Chirac et Jospin, c'est du pareil au même et du même au pareil. Thème central de cette campagne Chevènement, l'insécurité. On a le sentiment qu'on préfigure ce qui va se passer une dizaine d'années plus tard, à la fois sur la capacité à transcender les courants gauche-droite, avec un seul problème, qui a limité justement son pouvoir d'adhésion davantage d'électeurs, c'est que Jean-Pierre Chevènement, il est très à gauche sur le plan économique. Il se positionne plutôt comme un jacobin, quelqu'un qui veut un État qui intervient fortement. Et il se positionne, on pourrait dire, plutôt à droite sur le plan sécuritaire. Voilà ce qu'on voit dans ce meeting. Ce qu'on voit dans ce meeting, ce qui complique un petit peu les choses pour ratisser large, si je puis dire. Mais ce qui rappelle aussi d'ailleurs un peu un certain positionnement du Front National aujourd'hui, à gauche sur les thèmes économiques, à droite sur les thèmes sécuritaires. Et d'ailleurs, des membres de son parti ont rejoint Marine Le Pen. C'est très étonnant de reprocher à une personnalité politique que certaines des personnes qui le suivaient idéologiquement puissent ensuite, 10 ans plus tard, suivre Marine Le Pen ou quelque autre homme politique ou femme politique que ce soit. De ce point de vue-là, Marine Le Pen, elle a aussi parmi ses supporters des personnalités qui ont pu se situer à droite, à l'UMP, elle en a récupéré, au centre ou à l'extrême gauche. Donc ça n'a pas grand sens. Ce qui est vrai en revanche, c'est que la ligne politique, l'angle principal qu'avait choisi Jean-Pierre Chevènement, qui était cet angle sur la fierté nationale, la nation, la sécurité, la fermeté et la défense, l'hostilité, on va dire, à l'euro et à l'Europe, cette posture-là, elle a été clairement suivie par Marine Le Pen une dizaine d'années plus tard.
Voilà, vous disiez on sème des graines et puis après d'autres les reprennent. Et là, effectivement, il cite Manuel Valls, il cite Nicolas Sarkozy pour certaines thématiques et également Marine Le Pen qui a repris, contrairement à son père qui était beaucoup plus à droite sur le plan économique, aussi cette posture voilà, plus républicaine, on va dire, dans les discours. Ça vous inspire quoi, d'ailleurs, justement? D'abord, je ne partage pas tellement l'idée que j'aurais développé des thèmes de gauche et des thèmes de droite. Ouais, enfin, pour moi, ce qui compte, c'est l'intérêt du pays. Et un État stratège correspond à l'intérêt du pays. On dira que c'est de gauche. Par ailleurs, la sécurité, c'est pas de droite. Car l'insécurité, elle frappe souvent les plus démunis, les plus pauvres. Par conséquent, en créant la police de proximité, en mettant dans chaque département en place des commissions d'accès à la citoyenneté pour favoriser, comme on dit, d'une certaine diversité, mais moi je n'emploie même pas ce mot-là, une certaine égalité entre tous les jeunes Français, quelle que soit leur origine, ouais. Eh bien, je prenais des orientations qui, si elles avaient été suivies et relayées, auraient créé une situation très différente. Oui, c'était pas la même réponse, effectivement. Vous avez du problème d'insécurité, mais avec des réponses complètement différentes, celles qu'a eu Nicolas Sarkozy par la suite. Très franchement, je ne connais qu'un seul militant du CRS à avoir rejoint Marine Le Pen. Un seul. Et il est inoffensif, par ailleurs. Donc il ne le sera pas. C'est qu'il y a eu Bertrand Dutheil de La Rochère qui était... Donc je ne pense pas qu'elle en tirera grand-chose. Pour le reste, Florian Philippot, je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas, il se réclame de moi. Peut-être a-t-il effectivement participé à des comités de soutien, mais je ne le connais pas autrement. Et c'est lui qui, effectivement, capte un discours que, semble-t-il, il connaît bien pour l'apporter à Marine Le Pen, qui le substitue au discours de son père, qui était un discours ultralibéral. Réganien. Absolument, ouais. Mais ça marche, on peut dire, parce que du coup, il faut... Oui, mais alors, il faut que les Français aient un peu la mémoire de ce qui s'est passé. Donc c'est une mutation qui paraît un peu trop surprenante, un peu trop rapide pour être honnête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, ils ne tiendront pas parole ou que ça ne correspond pas à l'ADN du Front National? Je pense qu'ils n'ont pas la capacité de gérer des idées aussi subtiles, parce que pour faire bouger l'Allemagne, parce que je n'envisage pas une rupture avec l'Allemagne, mais pour faire bouger l'Allemagne en profondeur, en prenant appui sur ses propres contradictions, pour arriver à une formule européenne qui soit tournée vers l'avenir, vers la croissance, vers l'emploi, il faut autre chose que Marine Le Pen et l'équipe qui l'entoure. D'accord. Et concernant Manuel Valls, vous l'avez évoqué tout à l'heure vous-même parmi les héritages, vous le considérez aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'au départ, Manuel Valls, il paraît plutôt, alors si la droite et la gauche veulent dire quelque chose, mais enfin en tout cas plutôt à la droite du PS, vous étiez plutôt à sa gauche, du moins sur le plan économique, effectivement, mais quand même vous reconnaissez en lui une filiation. Mais ce sont ses choix. Ce sont ses choix. Ce sont ses choix. Comme ministre de l'Intérieur, il était un très bon ministre de l'Intérieur et sa thématique me paraissait tout à fait juste. Et maintenant, comme Premier ministre, il essaye de vertébrer son discours autour de l'idée d'une République qui est toujours actuelle. Et je trouve que ça va dans le bon sens. Mais d'une certaine manière, quand Arnaud Montebourg prenait le décret qui prévoyait la capacité pour l'État de s'opposer à certaines cessions, par exemple d'Alstom, à un groupe étranger. Oui, au moment effectivement de Florange, effectivement, Alors Florange, c'est un peu différent parce que je pense qu'on ne contrôlait ni l'amont ni l'aval, donc c'était difficile. Mais sur Alstom, c'était très judicieux. Par conséquent, j'ai tout à fait approuvé Arnaud Montebourg. Et je dirais que, naturellement, ceux qui peuvent se réclamer de moi, très bien. Alors, il y a quand même une vraie différence, et c'est là-dessus que je voulais vous faire réagir pour terminer. C'est que vous avez attendu d'avoir démissionné pour critiquer le gouvernement, alors qu'Arnaud Montebourg, lui, il a critiqué le gouvernement quand il était encore ministre de l'économie, une attitude qui a conduit à son éviction du gouvernement après une fameuse fête de la Rose à Frangy en août 2014, moment où il avait été particulièrement insolent. Je voulais juste vous remontrer quelques images et puis vous faire réagir, justement, vous qui avez démissionné 3 fois, ce que vous pensez de ce moment. Après leurs propos dans la presse, on savait qu'ils allaient en découdre. Qu'est-ce qui se passe ?
Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, ou les tontons frondeurs du gouvernement. À Frangy-en-Bresse, en tout cas, la cuvée cette année a été baptisée cuvée du redressement. Comme une provocation. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président. Nous ne sommes pas des frondeurs, ont-ils dit d'entrée de jeu, mais qui réclament tout de même ouvertement un changement de cap économique. J'ai demandé et sollicité du président de la République une inflexion majeure de notre politique économique. La loyauté gouvernementale est un principe d'action, mais ce n'est ni une chaîne, ni une muselière. Voilà, j'avais envie de vous faire réagir à ça, parce que vous, justement, qui avez quand même toujours attendu d'avoir démissionné pour critiquer, lui, il aurait dû respecter la fameuse phrase, votre fameuse devise. Voilà. Je pense que c'est une règle au niveau du bon fonctionnement de l'État, bien évidemment. Cela dit, tout dépend de la mise en scène. La phrase, on va lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président, si c'est dit sur un certain ton, avec un petit clin d'œil, ça n'a rien de vraiment offensant. Mais la mise en scène fait que, en effet, ça peut paraître impertinent, ça peut paraître de nature à ébranler l'autorité que le président doit garder dans l'intérêt de la République, de la France. Je pense qu'il faut avoir au moins ce légitimisme-là. Alors, je ne dis pas que Arnaud Montebourg ne l'a pas eu, parce qu'il faut le connaître, c'est un personnage flamboyant, il aime les mots d'esprit, il est très drôle. On se souvient quel est le handicap de la candidate, c'est son conjoint. Voilà, en 2007, Ségolène Royal, voilà. C'était amusant, et il résiste difficilement à l'envie de faire un jeu de mots. Donc voilà, c'est son tempérament, on ne peut pas lui en vouloir. Il est amusant d'ailleurs. Et il est drôle, mais disons que voilà, il doit se contenir aussi. Mais sachant qu'il avait quand même pas mal critiqué la politique économique du gouvernement auquel il appartenait en étant ministre de l'économie. Donc c'est vrai que vous qui êtes justement... je ne sais pas s'il y a eu d'autres ministres qui ont démissionné autant de fois que vous. Je ne sais pas si c'est 3 fois. Je dis souvent que j'aurais pu démissionner beaucoup plus souvent. Ah oui, en fait. Parce que j'avais beaucoup de sujets de désaccord. Hein, et quand on est ministre, on avale forcément des couleuvres. D'accord. Quand j'ai appris par exemple la libération des capitaux sans harmonisation fiscale préalable, et c'était au Conseil des ministres en 1989, j'ai été le seul à élever la voix, ça me paraissait une décision majeure qui allait ouvrir la voie au développement du capitalisme financier. Les capitaux allaient pouvoir voyager à la vitesse de la lumière. D'accord, vous êtes exprimé, mais en Conseil des ministres, vous n'êtes pas allé critiquer. Je suis exprimé en Conseil des ministres. Vous n'êtes pas allé critiquer à l'extérieur. Voilà, et en Conseil des ministres, j'ai compris que l'arbitrage avait déjà été rendu. D'accord, mais justement, et avec le recul, justement, parce que là, Arnaud Montebourg avait critiqué, y compris dans les médias, il avait fait des conférences de presse, etc., pour se démarquer. Avec le recul, vous vous dites que finalement, c'est une attitude qui aurait pu payer, ou alors c'est aussi une question d'époque aujourd'hui? Non, je regrette que Arnaud Montebourg ne soit plus dans le gouvernement. Mais ça aurait supposé sans doute qu'il fasse un peu plus attention, qu'il arrive à réfréner cette joie naturelle qu'il éprouve à brocarder ses amis. D'accord, ce qu'il n'a pas su faire. Et vous concernant, vous dites finalement j'aurais pu démissionner encore plus souvent. Justement, certains disent, et d'ailleurs c'était ce que disait Gaël Slimane aussi, que finalement avoir démissionné 3 fois, au bout d'un moment, ça a pu affaiblir le poids de votre parole politique. Je ne pense pas. Je ne pense pas, au contraire. Je crois que beaucoup y voient la marque d'une cohérence entre la parole et les actes qui fait trop défaut aujourd'hui. Vous diriez le contraire, vous diriez que ça l'a renforcé, qu'aujourd'hui ça vous donne encore aujourd'hui? Oui, ça ne m'a pas nui. Ça ne vous a pas nui? Enfin, ça ne m'a pas nui en tant que personnalité politique. Je pense que les gens savent que j'ai des analyses, je parle à voix haute. Hein, j'ai construit ma vie à voix haute. C'est-à-dire qu'à chaque moment, vous avez passé beaucoup de... Je m'exprime d'une manière qui, encore aujourd'hui, me paraît juste. Oui, dès quand vous revoyez tout ça, vous vous dites finalement... Finalement, la ligne est droite. La ligne est droite. Oui. D'accord, donc ça correspond à ce que vous êtes et vous dites que ça a renforcé votre parole. Oui, et puis je pense que, vous savez, beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est grâce à l'action de toi et de tes amis que j'ai moi-même pu m'orienter dans une période difficile de ma vie. J'ai compris ce qu'il fallait faire, comment il fallait... Et je pense qu'au fond, un homme politique, c'est pas seulement un ministre qui signe des décrets, etc., qui agit, qui fait des déclarations, c'est aussi, je dirais, une référence intellectuelle et morale. D'accord. Bah, écoutez, sur ce mot de la fin, merci Jean-Pierre Chevènement. Merci. Les Mitterrand, il y croyait à l'efficience des marchés ou pas fondamentalement? Non, ils s'en foutaient, mais ils s'en foutaient complètement. Ils ne connaissaient rien à l'économie. Et comme c'était avant tout un pragmatique, il a senti qu'il travaillait à l'intuition, Mitterrand.
Vassilor, Usinor, Péchinet et Alstom, on me dit que finalement l'accord qui avait été passé a été violé. Et par conséquent, je vais m'en assurer. Donc ça, si c'est vrai, vous m'entendrez.